Bonjour à toutes et à tous, je suis Khadija Ehsan, je suis extrêmement ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous qui vous joignez à nous en ligne. Je suis ravie de vous accueillir au nom de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance à cette deuxième journée des 8e rendez-vous de Casablanca de l'assurance, événement bien sûr international placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette grand-messe n'est-ce pas, de l'assurance et de la réassurance se tient autour, rappelons-le, de deux thèmes qui sont on ne peut plus d'actualité, à savoir la durabilité, en l'occurrence de l'assurance bien sûr, et l'élargissement de la couverture sociale. Le premier s'inscrivant dans les objectifs onusiens de développement durable. Le deuxième, un chantier voulu, lancé par le souverain, celui de la généralisation de la couverture médicale à toutes les Marocaines et Marocains. En cette matinée se succéderont experts, décideurs et les plus grands players des deux côtés de la Méditerranée, en plus bien sûr de nos chers frères africains qui sont représentés également avec nous, que ce soit ici à Casablanca, mais aussi en ligne, d'ailleurs cette 8e édition, mais le Kenya a l'honneur et nous donnons tout de suite le coup d'envoi avec le premier intervenant que j'accueille dans quelques instants, Philippe de Sertine, qui va se joindre à nous en ligne. Bonjour, professeur Philippe de Sertine. Bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver et évidemment désolé de ne pouvoir être là physiquement dans cette belle ville de Casablanca que je connais bien. Ce ne sera que partie remise. Je vais juste peut-être rappeler à notre chère audience que vous êtes économiste universitaire et directeur de l'Institut de haute finance à Paris. Alors avec vous, on va commencer la journée en parlant de risques et de défis, mais ce n'est pas plus mal parce que ce sera orienté pour bien sûr trouver des alternatives et des solutions et surtout des pistes de durabilité de l'assurance. Alors ma première question justement va dans ce sens. Qu'est-ce qu'une assurance durable et comment clairement ou concrètement mettre l'humain au cœur du nouveau modèle économique? Eh bien, je crois qu'effectivement, lorsque nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer cette seconde journée de la 8e édition des rendez-vous de l'assurance placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, je crois qu'on doit se rendre compte à quel point le monde est en train de changer d'une façon incroyable et parfois évidemment pour le meilleur, parfois pour le pire. Depuis la 7e édition, que d'événements se sont produits. Et je crois bien sûr que lorsque nous sommes en train de parler de l'assurance durable, nous sommes en train de parler des grands défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité, peut-être des défis qui ne sont à nul autre comparable. Je crois vraiment que nous devons avoir conscience que nous vivons un moment d'histoire extraordinaire. Il est vrai par exemple que lorsque nous parlons de la guerre malheureusement ne s'arrête jamais dans l'humanité, mais le fait que la guerre depuis un mois touche le continent européen a ramené d'autres types de risques sur le devant de la scène internationale, évidemment celui de la guerre mondiale, évidemment celui du risque nucléaire, mais aussi, et lorsque l'on parle des objectifs de développement durable de ceux qui intéressent le monde de l'assurance, nous devons évoquer ce qui pourrait être une actualité de la fin de cette année, c'est-à-dire le risque
de malnutrition, voire de famine dans une grande partie du continent africain notamment, dans une grande partie de l'humanité, du fait des dommages de la guerre. Et je crois que là, évidemment, lorsque nous parlons de développement durable, nous ne devons pas oublier que le développement durable revêt évidemment la question climatique, et je vais peut-être y revenir un peu plus longuement, mais pas uniquement. Et il est vrai que lorsque nous parlons, bien sûr, là aujourd'hui, de la question de lutte contre la faim, qui, je vous rappelle, est dans les premiers objectifs de développement durable, notamment de la Convention de Paris signée en 2015, eh bien, nous sommes évidemment là aussi dans un risque qui intéresse tout particulièrement le secteur de l'assurance. Mais à ce risque militaire, à ce risque associé à la guerre, il faut ajouter celui qui s'est aussi imposé dans l'humanité depuis quelques mois, depuis maintenant presque 2 ans, presque jour pour jour, celui de la pandémie. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie aussi que la question de la santé, la question de la maladie, la question du risque associé simplement au fait de vivre normalement est redevenu quelque chose qui s'est imposé à l'humanité tout entière. Et lorsque nous évoquons par exemple cette question de la couverture santé, il est évident qu'elle n'a plus du tout le même sens entre aujourd'hui, printemps 2022, et pourrait-on dire il y a simplement 3 ans, le moment où nous étions plutôt dans l'optique que finalement la lutte contre un certain nombre de maladies allait permettre un rallongement de l'espérance de vie un peu partout sur la planète. La question de ce risque devient absolument primordiale. La question de l'extension d'une couverture des assurances maladie va se poser à la population tout entière, à la population mondiale tout entière. Il est évident que le secteur de l'assurance doit y réfléchir d'autant plus précisément que l'assurance elle-même est aussi au cœur d'une révolution technologique, comme l'ensemble des activités humaines aujourd'hui, révolution technologique dont je crois vous avez fait largement état hier lors de la première journée, révolution technologique associée notamment au big data et associée à la manière complètement différente dont on va pouvoir appréhender le risque aujourd'hui dans la question de l'assurance. Cette vision différente du risque signifie quoi? Signifie que l'approche de mutualisation, qui a été pendant des décennies, pourrait-on même dire des siècles, l'axe majeur de l'assurance, se transforme autour d'une logique d'individualisation. On peut de plus en plus individualiser le risque, individualiser par conséquent la manière dont chaque personne, dont chaque entreprise, dont chaque entité va pouvoir identifier ses besoins d'assurance et va pouvoir identifier ses désirs de couverture. Et lorsque nous évoquons la couverture santé, eh bien évidemment, cette individualisation est également présente, puisque aujourd'hui, par exemple, les avancées extraordinaires que nous constatons dans l'approche de la génétique, dans l'approche associée au big data, je dirais liée à la compréhension de la santé et de la maladie, fait que lorsque l'on parle de couverture santé, eh bien on est aussi en train de parler de quelque chose qui est en train de muter très très profondément. Alors le besoin augmente, le besoin n'a jamais été aussi fort et les manières de l'envisager du point de vue de l'assurance n'ont jamais été aussi bouleversées. Et je crois que lorsque nous sommes en train d'évoquer ces grands défis, nous devons comprendre, nous, le monde de l'assurance, que nous sommes aussi face à des défis technologiques, à des défis de mode de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissions auparavant, avec ce que nous connaissions, on va dire, depuis un certain nombre d'années. Donc là, il est évident qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'assurance, on parle à la fois d'un secteur qui devient de plus en plus important pour chaque humain. Et au fur et à mesure que les risques grandissent, cette logique de besoin d'assurance, je le répète, ne se fera sans arrêt plus importante et plus utile. Mais dans le même temps, l'assurance doit réfléchir elle aussi à la façon dont elle va proposer quelque chose de différent dans ses approches, quelque chose de différent dans sa logique, quelque chose de différent dans la manière aussi d'envisager non seulement l'activité, le business pourrait-on dire, mais aussi la profitabilité de cette activité dans le futur. Donc je crois que oui, lorsque nous sommes en train de parler de durabilité, vous voyez, on parle d'un temps long et en même temps, nous devons aussi parler d'un temps dans lequel cette vision de long terme, on le sait, sera bouleversée sans cesse par la façon dont l'information, dont le traitement de l'information, dont l'utilisation et de la big data et de l'intelligence artificielle bouleverse totalement les réflexions que nous pouvons avoir du point de vue de l'assurance. Et je crois bien sûr que lorsque vous êtes en train d'évoquer cette question de durabilité, il faut commencer
par cet avertissement, ou en tout cas par cette réflexion. Je le sais, elle est présente dans vos travaux, mais je crois qu'on doit sans cesse répéter à quel point elle doit être la boussole, l'élément dans lequel nous allons, qui doit nous faire réfléchir sur l'évolution du métier, sur l'évolution de l'activité. Mais peut-être si maintenant nous revenons à cette question de durabilité, et vous considérez sans doute que cette introduction, mais qui n'en est pas une, parce que nous évoquions des points absolument fondamentaux qu'à la limite, il y a un mois, nous n'avions pas prévu d'aborder, cette durabilité, évidemment, elle se rapporte à la question du climat que j'ai évoquée tout à l'heure, à la nécessité impérieuse pour l'humanité de modifier son mode de fonctionnement. Et je crois là, bien sûr, évidemment, que lorsque l'on parle du dérèglement climatique, nous ne sommes plus dans une hypothèse, nous ne sommes plus dans une discussion, nous sommes dans une certitude. La certitude que nous avons un dérèglement du climat avec un certain nombre d'événements de plus en plus rapprochés à caractère catastrophique qui peuvent évidemment là aussi impacter de façon très très forte le monde de l'assurance. Depuis plusieurs années, la question climatique s'impose comme étant un des risques majeurs. Alors aujourd'hui, évidemment, par rapport à la question des big data et de la révolution technologique, le risque premier identifié par l'assurance est celui du cyber et celui justement associé à la technologie, mais juste après, le risque climatique est celui qui s'impose et pourrait-on dire celui qui évidemment sera celui qui s'imposera de plus en plus dans les années à venir. Ce risque-là signifie en effet que la demande de protection est une demande de protection de plus en plus forte par rapport à des événements climatiques, par rapport à des situations dans lesquelles l'assurance peut apporter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de garanties, et en même temps aussi, l'assurance se trouve confrontée à un certain nombre de défis, puisque les risques de sinistres deviennent de plus en plus importants et surtout deviennent de plus en plus volumineux. La question d'individualisation du risque ajoutée à des sinistres avec des conséquences de plus en plus fortes sont évidemment des points clés lorsqu'il s'agit de réfléchir à ce que va être l'assurance de demain et une assurance durable. La demande d'assurance sur la question de la durabilité ne va cesser de se démultiplier, ne va cesser d'être de plus en plus précise, de plus en plus dirigée. Je pense évidemment par rapport à l'introduction que je faisais tout à l'heure à la question agricole, par exemple. Sur la question agricole, comme sur beaucoup d'activités, la problématique de l'assurance devient absolument centrale, devient un élément auquel il faut réfléchir. Mais bien sûr, lorsque l'on parle de l'assurance, on parle non seulement de la problématique du risque, de ce besoin des acteurs d'avoir une garantie, on parle également de la manière dont l'assurance peut être un acteur majeur dans la façon dont l'économie va se transformer. Je crois que là, évidemment, lorsque nous sommes en train de parler de durabilité, il faut rappeler que le problème du dérèglement climatique provient de quoi? Il provient d'un système économique mondial qui a été élaboré au moment de la révolution industrielle, qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'était pas conçu, qui n'était pas prévu pour une humanité bientôt de 8 milliards d'humains et sans doute 10 milliards d'ici la fin du siècle. Le problème que nous avons, c'est une inadéquation de notre système économique avec la démographie humaine et avec le fait que l'humanité tout entière aspire au progrès, aspire au développement, aspire, lorsqu'on doit l'évoquer de façon très concrète, à l'espérance de vie, plus de 80 ans, que nous trouvons aujourd'hui dans les pays développés. L'objectif de l'humanité est évidemment de proposer à tous les humains sur Terre, où qu'ils soient, une espérance de vie de 80 ans au moins. Donc évidemment, un développement qui se poursuit. Il n'est pas question de parler ici, vous le comprenez bien, de décroissance. La décroissance n'est qu'une possibilité qu'envisagent les pays développés. Elle n'est absolument pas une perspective pour les pays qui sont aujourd'hui dans la quête d'une amélioration du mode de vie, d'une amélioration de la façon dont leurs humains peuvent vivre sur la planète, et donc, si on le résumait, avec cette espérance de vie qui doit être la plus longue pour chacun, qui nous ramène sans cesse d'ailleurs à cette question de la couverture maladie que nous évoquions tout à l'heure. Lorsque je suis en train de dire que le système économique qui avait été conçu pour une humanité beaucoup moins nombreuse aujourd'hui ne fonctionne plus, cela signifie que ce système économique doit changer, et doit changer très très vite. C'est exactement le défi aujourd'hui qui se pose. C'est exactement, on va dire, la grande évolution que nous sommes en train de connaître. Et lorsque nous dépassons, on va dire, l'actualité très très déprimante
très très pessimiste que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit la guerre, que ce soit le risque nucléaire, que ce soit la maladie. Il faut bien, je dirais, parler, notamment aux jeunes générations, de cette transformation, je l'appelle un grand basculement qui est en train de se produire au niveau de l'économie mondiale. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se produira, il s'agit de quelque chose qui a commencé de manière forte, c'est-à-dire une transformation de l'économie pour permettre d'une part une consommation énergétique beaucoup plus faible, une émission de gaz à effet de serre beaucoup plus faible, mais aussi une sobriété beaucoup plus importante, sans rentrer dans cette question qui est aussi tellement polémique que je viens d'évoquer, de la décroissance. Nous devons être plus sobres, nous devons consommer moins d'énergie, tout en conservant une croissance qui permette à toute l'humanité d'espérer, d'avoir l'espérance de vie, on va dire, la plus forte et la plus longue. Donc ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un investissement absolument considérable, partout sur la planète, dans tous les secteurs économiques, un investissement absolument colossal, dont le but est de modifier, on va dire, le système économique, dont le but est de modifier à chaque fois la chaîne de valeur qui était la chaîne de valeur que nous constations autrefois. Donc là, nous sommes évidemment dans cette situation extraordinaire où nous voyons un peu partout des initiatives qui sont prises, des technologies qui se produisent, qui arrivent, ces technologies ayant pour but de changer, de modifier. Et répétons-le, le secteur de l'assurance est tout à fait concerné, lui aussi, comme tous les autres, par quelque chose de nouveau qui nous amène à considérer l'activité que nous pratiquions autrefois de façon totalement différente, avec une chaîne de valeur différente. On peut dire d'ores et déjà que le PIB, la production de richesse mondiale, aujourd'hui n'est pas calculée correctement. Elle est calculée en fonction des critères d'avant, alors que nous sommes déjà dans le monde d'après, que le monde d'après est en train de commencer et que la façon dont on va représenter la richesse va être bouleversée totalement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque l'on est dans le secteur de l'assurance et que par conséquent on a à gérer des montants importants de liquidités qu'il s'agit d'investir, eh bien il va falloir de plus en plus diriger ces montants, diriger ces investissements vers les investissements du monde d'après et non pas vers le monde d'avant. Alors nous sommes aujourd'hui avec évidemment aussi cet élément que le monde de l'assurance connaît bien en fonction de cette question de durabilité, c'est-à-dire d'un début de régulation, de réglementation de plus en plus forte, de plus en plus contraignante, de plus en plus complexe, parfois de plus en plus difficile à appliquer pour justement pousser, obliger le monde de l'assurance, par exemple, comme le monde financier, comme le monde bancaire, à se désengager du monde d'avant. Nous avons bien sûr cette dimension de sanction de plus en plus forte en disant attention, par exemple, vous ne devez pas investir dans des activités qui seraient des activités considérées comme non durables, comme des activités contraires aux objectifs de développement durable. Cette notion devient de plus en plus forte, devient de plus en plus complexe, devient de plus en plus contraignante. Toutes les responsabilités du point de vue de l'assurance aujourd'hui pensent à ce risque un jour d'être remise en question du point de vue de ces investissements et donc doit sans arrêt auditer, lister, vérifier. On va dire, comparer ces activités par rapport à la régulation en place. En Europe, nous avons aujourd'hui 3 grandes régulations qui s'imposent et qui sont de plus en plus importantes autour de cette approche. Et je parle notamment peut-être des 2 dernières, la taxonomie et SFDA, mais dans lesquelles effectivement cette obligation, cette contrainte est de plus en plus pesante sur le monde de l'assurance. Mais peut-être, si vous me le permettez, puisque nous ouvrons cette journée qui, je l'espère, va ouvrir aussi beaucoup de perspectives à tous nos auditeurs, regardons d'un point de vue positif ce que cela signifie. Il ne s'agit pas simplement de parler des contraintes, mais regarder comment le monde de l'assurance va pouvoir financer positivement, va pouvoir chercher, dans le cadre de ces régulations, et peut-être au-delà même de ce qu'elles ont imaginé aujourd'hui, les solutions pour le monde de demain. Comment faire? Eh bien, en cherchant justement ces nouveaux vecteurs, ces nouvelles capacités à créer la richesse de demain. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler et d'utiliser dans le monde financier un terme qui va s'imposer de plus en plus à l'assurance, c'est-à-dire la recherche de l'impact. L'impact, cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel la liquidité, la monnaie en circulation est dans une importance croissante, et la pandémie a encore augmenté cette surliquidité mondiale. Nous retrouvons dans des situations où on se demande jusqu'à quel point la profitabilité monétaire a encore un sens. L'inflation est en train de se développer un peu partout. La question du profit, la question de l'investissement mesuré avec juste des termes monétaires
semble parfois difficile à représenter et difficile à envisager sur le futur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir sur des éléments fondamentaux. Comme tous les grands moments de changement technologique dans le passé, l'impact devient l'élément primordial. Cela veut dire qu'effectivement, on se resserre lorsque l'on investit autour des éléments sur lesquels on a une certitude, pas encore monétaire, mais physique. L'impact, c'est par exemple, je ne sais pas, l'amélioration de la qualité de l'eau dans un investissement, l'amélioration de la qualité de l'air, le fait que l'on va consommer moins d'énergie, etc. Ces éléments qui sont mesurés et qui doivent être mesurés d'un point de vue scientifique, qui vont permettre de dire mon investissement a un profit, une rentabilité, peut-être pas encore monétaire, mais à coup sûr pour l'émergence du nouveau modèle de durabilité que l'humanité exige, que la jeune génération attend. Et donc je crois que cette question sur la problématique de l'investissement de l'assurance va s'imposer de plus en plus, s'impose de plus en plus. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que tous les assureurs aujourd'hui, toutes les compagnies qui sont en train de réfléchir à la problématique de la durabilité, doivent sélectionner leurs investissements d'abord en fonction de ces critères extra-financiers, de ces notions d'impact qui sont de plus en plus présentées par tous les projets qui peuvent se développer un peu partout dans le monde. Mais cela signifie aussi évidemment qu'il doit y avoir par rapport à ce type d'investissement un certain nombre, permettez-moi le jeu de mots facile, un certain nombre d'assurances qui vont être données sur le caractère réel de l'impact en question. Et donc cela signifie évidemment que pour le monde de l'assurance, très vite va se développer la question: comment faire pour vérifier, comment faire pour avoir un élément dans lequel nous sommes certains qu'il y a bien une question d'impact positif. Et donc là, nous nous retrouvons avec des problématiques de labellisation de l'investissement, la question d'agences spécialisées sur l'extra-financier pour permettre une garantie, je dirais, de la qualité du portefeuille que peut aujourd'hui détenir un assureur. Je crois vraiment que nous ne mesurons pas encore à quel point ce changement très très profond est en train d'intervenir rapidement. En Europe, par exemple, la taxonomie que j'évoquais tout à l'heure est véritablement une contrainte qui va s'imposer à l'ensemble du secteur financier de façon extrêmement forte. Nous ne mesurons pas encore à quel point ces choses vont s'accélérer et vont obliger l'ensemble des grands acteurs du secteur à vérifier sans cesse la qualité de leurs investissements. Si nous sommes en train de réfléchir à toutes ces possibilités, nous sommes en train aussi, et je l'espère, d'ouvrir un futur extrêmement passionnant, extrêmement, on va dire, intéressant pour l'ensemble des métiers, pour l'ensemble des personnes qui peuvent rejoindre aujourd'hui le monde de l'assurance. Et je crois qu'en ouverture de cette seconde journée, il faut d'abord faire passer à l'ensemble des participants, à tous ceux qui travaillent dans ce secteur, mais aussi aux jeunes qui peuvent demain rejoindre le secteur, et je sais qu'ils sont nombreux au Maroc à y songer, à vous dire que vous pouvez travailler très vite pour la définition d'un monde de demain, d'un monde durable, dans lequel nous aurons véritablement l'humain au cœur du jeu, l'humain et l'humanité trouvant par les investissements et les produits de l'assurance quelque chose qui représente probablement un avenir optimiste et radieux. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur de Sertine, merci d'avoir planté le décor et d'avoir littéralement bien introduit un peu tous les éléments qui sont aujourd'hui face à ce monde de l'assurance, mais tout simplement face à l'humanité. Reste à savoir si effectivement tous les défis que vous avez évoqués et surtout cette philosophie d'approche des défis et effectivement, ou a été effectivement impacté, que ce soit par la crise sanitaire ou par la conjoncture mondiale aujourd'hui, en l'occurrence la guerre en Ukraine. En tout cas, merci pour tous ces insights. Je vais peut-être avoir il nous reste 2 petites minutes donc pour votre temps de parole. J'ai peut-être une dernière petite question par rapport à l'appréhension de ces risques. Vous avez parlé de risques climatiques, il y a aussi d'autres risques. Devrons-nous les appréhender de la même manière des deux côtés de la Méditerranée? Et sinon, quelles sont aujourd'hui les différences d'approche dans cette appréhension? Je sais que la question elle est un peu large et puis qui demandera peut-être beaucoup de temps, mais je vous demanderai d'être un peu concis sur votre réponse. Non, je crois que et vraiment cette question va se poser et les événements d'Ukraine et de Russie, qui, je le répète, vont avoir une conséquence
très rapide cette année sur la question, on va dire très concrète de l'approvisionnement en blé et donc je dirais sur la problématique de la famine notamment, nous montre à quel point en réalité nous sommes dans un monde complètement relié. Et je crois que là, effectivement, l'erreur serait de penser qu'on va avoir une appréhension différente du type de risque. Aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on va parler de la souveraineté alimentaire européenne, donc du côté nord de la Méditerranée, je Exact. pense que c'est obligatoire de l'envisager sur tout le pourtour méditerranéen en même temps. Et c'est probablement un des aspects forts qu'il va falloir faire passer à Bruxelles en Europe, c'est-à-dire bien faire comprendre que nous sommes complètement dans une logique similaire sur notamment des risques climatiques associés à ces éléments fondamentaux. Et donc là, oui, il y a une vraie réflexion à mener en commun, et je crois que c'est l'intérêt justement de vos journées qui permettent d'avoir un pont, je dirais, et là peut-être aussi une image, plus qu'une image, sur la Méditerranée, pour bien comprendre que nous sommes avec des risques communs, et que ces risques communs, très très vite, en réalité, si nous ne les appréhendons pas en commun, eh bien, ils vont nous poser des problèmes qui pourraient se traduire, par exemple, en cas de famine dans le pourtour méditerranéen, par des vagues de migrants ou des phénomènes de ce genre complètement incontrôlables, des éléments politiques. On se souvient bien sûr d'événements politiques qui ont eu lieu notamment tout autour de la Méditerranée, autour de la question de l'augmentation des prix de la nourriture il y a quelques années, qui nous obligent à réfléchir en commun à cette question de risque et à proposer des solutions en commun. Merci beaucoup et c'est le but aussi de ce genre d'événements et de manifestations, c'est d'échanger autour de solutions, mais surtout d'actions. Merci beaucoup, professeur de Sertine. Merci encore une fois d'avoir lancé cette deuxième journée avec autant de punch et avec vos jeux de mots, mais aussi avec autant de matière et de fond. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci à vous également.